Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver dans la seconde vidéo de ma série de vidéos sur la fan culture. Si vous n'avez pas encore vu la première qui portait sur le phénomène des baby groupies et sur les dynamiques de domination entre fans et artistes, je vous enjoins à aller la voir. Elle sera dans le petit i et également en barre d'infos avec la playlist de la série. Si la semaine dernière on a surtout parlé de phénomènes de domination et des relations entre les fans et les artistes, aujourd'hui on va plutôt s'intéresser à la relation que la société a avec les fangirls. La question principale de cette vidéo c'est pourquoi tout le monde déteste les fangirls, et c'est vrai, pourquoi on a autant un regard négatif qui est porté sur ces filles-là et sur ces actions-là. On va essayer de comprendre toutes les dynamiques et tous les enjeux qui en fait poussent tout le monde à quand même détester globalement les fangirls et plus généralement les jeunes filles qui marquent le fait d'avoir une passion. La semaine dernière, je vous définissais grâce au dictionnaire Oxford Dictionary les fangirls comme ceci. Une fille ou une jeune femme qui est fan de quelqu'un ou de quelque chose. Cela peut être un acteur, un genre de musique, un objet de technologie, un projet artistique, etc., etc. Et je précisais dans cette définition que il y avait tout un tas de billets quand même bien sexistes et bien misogynes qui n'étaient pas du tout mis en valeur dans cette définition-là, et pour cause, déjà ça se remarque du fait que il y a bien deux termes, fanboy et fangirl, donc deux termes genrés qui nous montrent bien qu'on n'a pas la même définition et pas le même regard porté sur les fans en fonction de leur genre. Je vais donc maintenant vous lire la définition qui est écrite dans le Urban Dictionary. Donc le Urban Dictionary, c'est un site en ligne qui propose des définitions des termes un peu de la pop culture et de la culture internet. L'idée c'est que ce sont les internautes qui peuvent proposer leur définition et les autres internautes peuvent voter pour élire celle qui leur semble la plus juste. Je vous propose donc de vous lire, je crois que c'est la deuxième plus likée définition sur le Urban Dictionary. A species of the female race that many are convinced that are rabid or mentally unstable, who will scream over any little thing their idol says, does or thinks, and who often gather together in packs they call fandoms online with people they have never met, and sometimes these fangirls will even faint from happiness if they see their idol. Never get near one in the same place as their idol. They will defame you and make you wish you were 6 feet under with their screams. You'll hear strange babbling nonsense come out of their mouth as their fangirling slowly drives them insane until their brain cracks and they freak out completely, and that is why you have to be very careful about taking girls to concerts. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'expliquer beaucoup en long et en large pourquoi cette définition est ultra sexiste et ultra misogyne, avec une animalisation des jeunes filles, avec des termes qui mettent des termes de maladie mentale sur leur comportement, des termes aussi également négatifs, babbling, crazy, freak out, enfin vraiment la définition elle est ultra elle est imbibée de misogynie to no extent. Elle est plus proche en fait du regard que la société porte sur les fangirls que la définition du Oxford Dictionary. La première raison pour laquelle les fangirls sont globalement très mal vues, c'est que ce sont des filles et qui sont jeunes. Les femmes, mais en particulier encore plus les jeunes femmes, sont de toute façon toujours décrédibilisées dans leur passion, contrairement aux garçons. On remarque en fait qu'il n'y a pas une seule façon pour les jeunes femmes d'exister quand elles sont dans l'adolescence sans être moquées. Si une jeune fille décide d'avoir des goûts qui sont proches des clichés du féminin, elle sera décrédibilisée parce qu'elle sera trop girly, cliché, gnangnan, et surtout on leur reprochera d'avoir des goûts qui sont bas ou futiles, puisque en fait tout ce qui est jeune et tout ce qui est féminin est associé à des clichés négatifs. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il n'y a pas de sexisme inversé. Les hommes qui subissent du sexisme sont en fait des hommes qui subissent les relents du fait qu'ils ont des goûts ou des comportements qui sont codés comme féminins. Au-delà du fait qu'elles-mêmes sont décrédibilisées par rapport à leurs goûts qui sont codés comme féminins, quand quelque chose est apprécié par des filles, il est codé comme féminin et donc vu négativement. On peut par exemple prendre l'exemple des films, soit des comédies romantiques, soit par exemple des films de Greta Gerwig qui sont donc des films réalisés par une femme avec des rôles principaux féminins et qui racontent des vécus de femmes, et donc ce sont des films qui sont codés comme féminins en n'ayant pas assez de valeur, et on le voit bien d'ailleurs dans le traitement de ces films-là dans les cérémonies comme les Oscars par exemple ou les Golden Globes. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'il y a vraiment un jugement hyper grave et hyper biaisé sur certains choix de scénario par exemple, ou certains choix de mise en scène. Je pense par exemple à Little Women, le fait que le temps soit double et qu'il y ait vraiment un code couleur hyper facilement compréhensible. Il y a plein quand même de mecs qui ont refusé d'accepter que c'était facilement compréhensible et qui ont prétendu que c'était un super mauvais choix de mise en scène et qu'on comprenait rien, alors qu'il y a des films qui sont réalisés par des mecs qui sont considérés comme des pièces hyper importantes du cinéma et qui sont pas du tout clairement codés. La timeline n'est pas beaucoup plus claire non plus, donc il y a vraiment des doubles standards de lecture positifs et négatifs en fonction de si l'idée ou le projet sort de la tête d'une femme ou pas quoi. Et puis plus généralement, je l'ai dit, les films dits comédies romantiques sont vraiment hyper décrédibilisés parce qu'ils en appellent à des choses qui sont futiles, basses, et donc forcément ça ne peut correspondre qu'aux filles. Et si les filles aiment ça, elles ont vraiment trop des goûts de filles et du coup elles sont trop des filles, et être trop une fille c'est pas bien du tout. Si elles adoptent des goûts qui ne sont pas assez des goûts de filles, elles seront aussi décrédibilisées. On pense par exemple à toutes les jeunes filles qui décident d'adopter des styles vestimentaires ou musicaux un peu indés ou alternatifs pendant leur adolescence et qui vont être moquées pour
pour ça, où on va dire que soit genre elles essayent trop d'être différentes, ou alors qu'elles sont bizarres, qu'elles sont cheloues, etc. Et donc en fait, même quand on décide de ne pas être dans la norme et d'aller du côté plutôt indépendant, alternatif des styles, il y a quand même une remise en question de la crédibilité de cela. Et encore une fois, troisième option, tu es une jeune fille et tu décides de te prendre de passion pour des sujets qui sont codés comme masculins, et bien leur passion ne sera jamais prise au sérieux. On considérera que ce goût-là est soit le fait de vouloir être différente des autres filles, soit est codé comme le fait de vouloir séduire les garçons et donc de faire partie du groupe, entre guillemets, d'être one of the boys. Ou alors on codera leur passion comme pas complète, c'est-à-dire on leur dira oui tu aimes cette série de films mais en fait c'est juste parce que tu trouves que les personnages sont beaux. Et c'est drôle quand même d'avoir cette répartie là sur les jeunes filles parce que on va pas prétendre que les hommes n'ont pas quand même un gros jugement des femmes et de leur physique dans les productions culturelles qu'ils consomment. Je pense que j'ai jamais autant entendu parler du physique de Margot Robbie que quand tous les mecs sont partis voir le Quentin Tarantino et qu'ils ont simp over her, donc bref. Anyway, et les filles sont toujours remises en question sur leur véritable connaissance du sujet qu'elles disent aimer. Alors on va leur demander si quand elles portent le t-shirt d'un groupe, elles connaissent des chansons du groupe, si elles aiment tel truc, est-ce qu'elles connaissent l'album pas connu, si elles ont regardé tel film, est-ce qu'elles sont capables de citer des personnages, de connaître des détails insignifiants, etc. On va perpétuellement les questionner et les remettre en question sur leur goût parce qu'on considérera qu'une jeune fille ne peut pas être sérieuse dans un goût qui n'est pas codé comme juste typiquement féminin. Également, les comportements extérieurs de joie, d'appréciation ou de bonheur seront moqués et critiqués. Je me rappelle d'une vidéo qui était sortie sur internet d'un fan de Star Wars homme qui donc découvrait le trailer de c'est quoi, The Last Jedi, ou c'était peut-être genre The Rise of Skywalker, bref je ne sais plus, bref d'un des Star Wars de la dernière trilogie. Oh yes! People keep telling me they know me. What are you doing there, 3PO? Et le mec pleurait en regardant le trailer et c'était finalement codé comme certes une manifestation un peu de faiblesse et donc un peu codé comme féminine, donc pas complètement justifié, mais il y avait quand même l'idée que c'était compréhensible, que c'était justifiable parce qu'il avait une bête de passion et tout. Alors que quand les Directioners pleuraient en écoutant le dernier album des One Direction, No, 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 no. God, they're hugging. Oh my god. Yes. c'était juste de l'hystérie et de la folie. Donc j'ai utilisé le terme hystérie, vous l'avez bien entendu, et je pense qu'il est utilisé absolument tout le temps pour décrire les jeunes filles qui ont des expressions de joie, et il est toujours utilisé pour décrire les filles, mais jamais les garçons. C'est-à-dire qu'un jeune garçon qui va hurler pour défendre son équipe de football dans un stade, ça va juste être considéré comme normal, mais une jeune fille qui va crier pour exprimer sa joie de voir son artiste préféré sur scène, là ça va être de l'hystérie. Et hystérie c'est un mot qui est pas du tout neutre, déjà parce qu'actuellement il est utilisé que pour décrire les femmes, et quand un mot est utilisé uniquement pour décrire les femmes, on n'a pas besoin de se creuser la tête très longtemps pour réaliser que c'est juste hyper ancré dans du bon sexisme et de la bonne misogynie. J'ai fait une petite expérience très rapide, j'ai tapé hystérie sur Google et je suis allée dans Google Images. La première page c'est uniquement des photos de femmes, et la troisième image c'est un groupe de fans. Donc je pense que ça nous résume très bien la liaison entre ce terme et les comportements de jeunes filles qui sont fans. La cible féminine c'est l'essence même du mot hystérie, puisqu'il vient du grec ustera qui signifie utérus. Pour Hippocrate, donc le médecin des médecins, l'hystérie venait du déplacement de l'utérus dans le corps. L'utérus était pour lui un animal dans un animal, donc la femme était un animal, l'utérus était un animal, tout ça se mélangeait, qui faisait vibrer le corps de la femme et affectait ses humeurs. Donc autant vous dire une maladie nickel. Employé aujourd'hui a peut-être un sens plus figuré évidemment que celui que Charcot et Freud utilisaient quand ils faisaient des expériences absolument affreuses, pour définir un comportement des femmes dont l'expression des sentiments n'est pas polissée, n'est pas calme, n'est pas intériorisée et rendue toute mignonne et toute douce. C'est là peut-être pour décrédibiliser une femme qui exprime sa colère ou son ressentiment comme un homme. Dans des relations hétérosexuelles pas très sympathiques, c'est très commun que dans une embrouille, etc., ou quand la femme va reprocher quelque chose à l'homme, celui-ci tout simplement lui dise « mais t'es hystérique, pourquoi tu me dis ça, calme-toi, t'es folle, etc. etc. » Et après ça va bien être repris aussi par le cliché de la crazy ex-girlfriend qui se retrouve tout le temps, et dans les films et dans la vraie vie, des mecs qui vont parler à leurs nouvelles copines, leurs ex au pluriel ou au singulier, comme des folles, et c'est souvent pas vraiment des folles en fait, c'est souvent leur faute en fait si la fille a câblé. Ça peut caractériser des comportements d'expression de colère ou de ressentiment qui sont trop masculines, ou alors c'est aussi utiliser l'hystérie pour parler d'un comportement de joie et de bonheur. Il faudrait presque exorciser tellement c'est de la folie. Sauf qu'en fait, quand c'est un garçon qui exprime exactement le même sentiment de la même manière, ce sera de la joie, de l'excitation, du bonheur, mais une fille ce sera de l'hystérie. Le terme d'hystérie est à ajouter à la liste des nombreuses maladies uniquement et typiquement féminines qui ont traversé l'histoire et qui ont conduit à des traitements affreux comme par exemple les lobotomies. Mais si vous voulez en savoir plus sur les maladies typiquement
uniquement féminines qui ont conduit plein de femmes à se faire littéralement manipuler, torturer et abuser dans des, comment on appelle ça, des hôpitaux psychiatriques et autres centres de traitement. Je vous mettrai des articles là-dessus en barre d'infos. Encore une fois, ce sont des standards hyper sexistes qui sont à l'œuvre. Le sentiment féminin est de toute façon considéré comme quelque chose qui est mauvais et qui est soit dans l'exagération, soit de toute façon insupportable. Le fait que les femmes expriment leur joie de manière féminine, parce que ce sont des femmes, ça va forcément être décrédibilisé. Alors que dans une foule de concerts par exemple de métal, un groupe d'hommes qui va headbanger, growler et faire des pogos, ça va juste être considéré comme du bon investissement. Et la raison qui explique tout ça, c'est que le bon goût, c'est une affaire d'hommes. Les hommes sont les vrais dépositeurs du bon goût culturel. Ce qu'ils font, ce qu'ils disent, c'est le bon goût, ils sont prescripteurs. Et d'ailleurs, en fait, quand on regarde, depuis beaucoup de temps, et de plus en plus ça commence à changer, mais les hommes étaient ceux qui écrivaient les critiques théâtrales, les critiques culinaires, qui étaient en fait les prescripteurs, même sociaux finalement, du bon goût, et plus généralement en fait, tout ce que eux apprécient, c'est bien, et tout ce qui est associé au goût féminin est mauvais. Comme ça, c'est plus simple. La vraie musique, c'est celle qui écoutent les hommes, les vrais bons films, c'est ceux que regardent les hommes, les vraies bonnes activités, c'est celles que pratiquent les hommes. Si une femme désire se joindre à ces goûts-là, il faut qu'elle passe, comme on l'a dit avant, un espèce de test de connaissance pour vérifier qu'elle est vraiment assez investie. Ça, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, la seule personne qui a droit à la médiocrité ou à la maîtrise assez moyenne de sujet, c'est le mec. Parce qu'en fait, les femmes, en général, n'ont pas le droit à la médiocrité. Si elles veulent s'intégrer à un groupe ou se revendiquer d'une passion ou d'un fandom masculin, il faut qu'elles soient impeccables, qu'elles connaissent tout, qu'elles soient vraiment, qu'elles aient rien à redire. Mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de projets culturels, de produits ou d'artistes qui aujourd'hui incarnent le bon goût masculin et qui sont défendus par les mecs comme finalement les grands noms de la culture, qui ont été lancés par des fans féminines et qui avaient à la base des fandoms et des fanbases presque intégralement féminines. Et le meilleur exemple pour tout ça, c'est les Beatles. Ils sont aujourd'hui considérés comme genre le groupe iconique et marquant, vraiment le groupe qui a marqué l'histoire de la musique et qui a permis qu'elle ressemble à ça aujourd'hui. Et d'ailleurs c'est intéressant de le remarquer dans le film 500 Days of Summer, qui donc est un film dans lequel il y a un personnage de mec qui est en recherche de celle que l'on appelle la Manic Pixie Girl, qui est donc une espèce de trope de cinéma et de série. La Manic Pixie Girl, c'est la fille qui n'est pas comme les autres, celle qui va avoir des goûts parfaits, qui va être différente, qui va vraiment être la fille idéale parce qu'elle n'est pas comme les autres filles. Et le personnage principal de 500 Days of Summer, il va donc tomber amoureux d'une fille qui s'appelle Summer, et il va tomber amoureux d'elle parce qu'elle n'est pas comme les autres justement, ou parce qu'il a envie de la voir différente comme les autres, et qu'il va projeter sur elle tout un tas d'attentes hyper exigeantes parce que il a envie de la voir comme un espèce d'idéal féminin. Je vous invite vraiment à aller voir ce film si vous l'avez jamais vu. Il exprime, je trouve, très bien ce rapport en fait qu'on a au goût des femmes et que certains hommes attendent du goût des femmes. Et bref, tout ça pour dire qu'il y a une scène dans le film où justement il la considère comme une fille différente parce qu'elle aime les Beatles, alors que bref, tout le monde aime les Beatles, mais enfin c'est très représentatif je trouve de ce genre de dynamique et je vous recommande vraiment le film. Mais tout ça pour dire qu'à l'époque où les Beatles ont commencé, ils étaient considérés quasiment en fait comme aujourd'hui l'ont été les One Direction. C'était un groupe de mecs anglais qui tout simplement ont connu un succès mondial parce qu'ils avaient des groupies hystériques extrêmement investis. Encore une fois, je vous remets en barre d'infos la vidéo de Marjorie Lenoir sur la Beatlesmania. Si vous l'avez pas encore regardée, faites-le parce que c'est super éclairant. C'était donc des jeunes filles qui exprimaient hyper intensément leur passion pour ces groupes, et les One Direction comme les Beatles ont été critiqués à l'époque comme étant des justes produits de l'industrie musicale qui n'ont pas de talent. Les Beatles n'ont pas toujours été les monstres de la musique qu'ils sont aujourd'hui, ils ont été popularisés par des jeunes femmes et leur fanbase était majoritairement féminine. Je vous mets une photo d'une foule qui attendait les Beatles et une photo d'une foule qui attendait les One Direction. There's no difference. Et ce qui est hyper dommage dans tout ça, c'est que les artistes eux-mêmes en fait ont intériorisé ce schéma fille égale mauvais public, garçon égale public de validation, et que si ton public est majoritairement féminin, c'est que t'as raté quelque chose. Par contre, si ton public est majoritairement masculin, t'es juste au top. Il y a un groupe qui était un peu genre dans la même, enfin pas dans la même vibe, mais qui a incarné un peu cette espèce d'era qu'il y a eu à un moment dans les années 2010 là, de retour des boys bands, c'était les 5 Seconds of Summer. Leur groupe de fans, leur fanbase était majoritairement composé de femmes, comme le sont la majorité des boys bands. Et donc on a Ashton Irwin, donc le batteur qui donc avait 21 ans à l'époque, qui a déclaré donc dans un article: 75% de notre vie consiste à prouver que nous sommes un vrai groupe. Nous devenons bons maintenant, nous ne voulons pas être juste genre pour les filles, nous voulons être pour tout le monde. C'est la grande mission que nous avons. Je vois déjà quelques fans masculins commencer à apparaître et c'est cool. Si les Beatles et les Rolling Stones et tous ces gars peuvent le faire, on peut le faire aussi. D'ailleurs c'est marrant que j'ai parlé de 500 Days of Summer et que là c'est 5 Seconds of Summer. Bref. Anyway, pour se considérer comme legit dans l'industrie et pour se considérer comme un vrai groupe, il faut avoir une fanbase au mieux mixte et encore au mieux masculine quoi. Et qu'une fanbase uniquement féminine n'est pas valable et ne t'apporte pas une crédibilité musicale assez importante pour toi-même te considérer comme un bon artiste, et ça te pousse en fait à des points où 75% de ton temps tu le passes à prouver que t'es pas un groupe pour filles, qui montre bien qu'il y a quelque chose de dégoûtant
et de pas du tout crédible et genre intéressant pour un artiste que d'être un artiste pour filles. Ce qui trouble notre regard sur les fangirls, c'est que la fan attitude quand t'es une femme est une genre de ultra performance de l'hétérosexualité. Et je pense que c'est la raison pour laquelle beaucoup de jeunes filles en fait sont fans d'artistes masculins, de boys group, etc. parce que c'est une façon d'expérimenter l'hétérosexualité de façon très protégée. Je pense que c'est pour ça aussi qu'on se moque beaucoup en disant mais t'es juste amoureuse de lui, etc. Tu t'aimes cet artiste juste parce que il est beau, ou t'aimes cet acteur dans cette saga parce qu'il est beau. En fait, déjà au pire, oui en fait. Au mieux même, c'est une façon d'expérimenter, de se questionner, de toucher à ce jeu qu'est la séduction et qu'est la question de l'attirance et du rapport de séduction de façon protégée en fait, parce que même si dans ma dernière vidéo on parlait de la fanfiction et on disait que ça pouvait avoir des dangers, c'est aussi une façon très protégée en fait de se questionner, au même titre que quand on lit des romans d'amour, il y a l'idée d'avoir cette espèce de projection du sentiment et de tous les codes de la séduction, etc. que tu vis toute seule en fait avec cette personne que tu fantasmes et qui existe vraiment. Et je pense que c'est un jeu qui est très sécuritaire en fait, qui est très rassurant dans la construction de soi et qui du coup je pense est extrêmement sain psychologiquement, parce qu'il permet en fait de développer un attachement qui n'est que de ton fait et que tu vis dans une grande protection. Pour beaucoup de jeunes femmes qui se définiront ensuite comme lesbiennes, souvent en fait le doute s'est créé parce que justement il y avait l'attirance réelle dans le monde réel pour les femmes et une attirance fantasmée pour des hommes fictifs ou des stars. Et donc je pense que c'est une façon assez saine finalement, même si elle est le produit d'une socialisation qui nous pousse à agir comme ça, parce qu'elle permet quand même d'expérimenter de façon sécuritaire et de se révéler à soi-même dans ses rapports à la séduction et à l'hétérosexualité. La réalité c'est que les fangirls sont probablement les meilleurs moyens de communication, de production, de création et de viabilité et de succès des artistes. Ce sont des machines pour soutenir leurs artistes et leurs groupes préférés. C'est vraiment les fangirls qui participent au fait d'avoir du succès en fait, parce qu'elles ont un investissement qui est hyper fort. Elles font la promotion de leurs artistes préférés sur les réseaux sociaux mais de façon vraiment hyper puissante. Elles créent du contenu, je ne compte plus les fan-made vidéos, les edits, les montages, la production de visuels à mettre en story pour promouvoir des singles, etc. etc. La création des challenges sur les réseaux sociaux, en particulier TikTok aujourd'hui. Vraiment, il y a moyen de faire percer la chanson de ton artiste préféré. Elle crée du merch aussi, le nombre de petites boutiques en ligne sur Etsy, etc. Qui créent du merch indépendant, qui sont faits et créés par des fans. Elles vont aller camper devant les salles de concert pendant des jours pour pouvoir être au front row. Elles vont mettre en place des projets, que ce soit pour l'anniversaire de leur star préférée ou quand il y a des concerts dans leur ville, organiser finalement des espèces de happenings, etc. Elles vont les défendre partout sur les réseaux sociaux. Enfin, vraiment, l'investissement des fangirls est extraordinaire et c'est la raison pour laquelle les groupes qui assument d'avoir une fanbase et qui l'utilisent de façon positive, je pense à BTS par exemple, vraiment ont totalement compris le pouvoir de leur fanbase. Et ARMY, il y a des dérives évidemment négatives, mais enfin c'est quand même assez extraordinaire de voir le pouvoir qu'une fanbase peut provoquer en fait. Si vous connaissez un petit peu, vous savez que je suis très fan d'Halsey. Halsey, elle a fait une collaboration sur le titre Boy With Love avec BTS il y a un an et demi ça, même plus que ça en fait, juste j'ai perdu la notion du temps. Elle avait déclaré dans un article que elle avait un peu hésité en fait avant de faire ça parce qu'elle s'était rendue compte du pouvoir que les ARMYs avaient sur internet, les réseaux sociaux, etc. et qu'elle avait très peur de mal faire les choses au point que, au lieu d'être acceptée et intégrée correctement par les fans et donc au sein du groupe, elle avait super peur que ça se retourne contre elle et qu'on lui fasse des reproches ou que ça se passe mal. It was obviously a very intimidating thing getting involved with BTS because you know the power of ARMY and like you know how protective they are, and rightfully so, because this is a band that has been taken advantage of. The fan base feels like they know what they can accomplish. They're amazing. And so they're protective, as they should be. I, come along and I'm like, hi, like, we're doing a collaboration. Please don't kill me. Et que du coup, elle le prenait très bien et elle était très flattée, en fait, du fait d'être bien perçue par la fanbase de BTS parce qu'il y avait quelque chose d'un enjeu qui était plus grand que le simple fait de faire une collaboration réussie. They were super nice to me, too. Super welcoming. Super nice, and they were so awesome. They were so nice. It was amazing. They were super supportive. Et que le fait que les fans t'apprécient ou pas quand elles ont un pouvoir comme les ARMYs, ça change vraiment la donne. La raison pour laquelle je pense qu'il y a aussi une forme de détestation et ou de mépris des fangirls, c'est qu'on sait qu'en matière de musique, elles sont souvent un petit peu en avance sur leur temps et qu'elles voient arriver des artistes qui vont marquer l'industrie musicale bien avant certains critiques et médias musicaux. J'ai été voir en fait sur Pitchfork, qui est donc un site qui est extrêmement reconnu pour la notation d'albums et qui met des notes et qui réalise des critiques, et il y a énormément de premiers albums ou de premiers projets d'artistes qui aujourd'hui ont plus que marqué leur époque, qui avaient été extrêmement, de façon presque misogyne aussi, parce que c'est beaucoup d'artistes féminines, critiqués par Pitchfork, qui disaient que c'était des produits de l'industrie, qui ne fonctionneraient pas, etc. Ces critiques qui étaient très négatives de la part de Pitchfork et qui voyaient pas beaucoup d'avenir pour les artistes, c'est des artistes qui ensuite ont eu des fanbases très puissantes, qui les ont beaucoup soutenus et qui sont aujourd'hui de vraies parties prenantes de l'industrie musicale. Je pense par exemple aujourd'hui à Harry Styles par exemple, qui a été extrêmement critiqué avec les One
Direction, il n'y avait pas un regard très positif sur la musique que portait le groupe et qui aujourd'hui est nominé aux Grammys, etc. Alors bien sûr les Grammys, avec tous les défauts qu'on leur porte, il y a quand même le fait qu'on crédibilise de plus en plus sa musique, alors que à la base c'était un petit produit de l'industrie musicale. Et je pense à aussi énormément d'artistes féminines. Sorti en 2015, le premier album d'Halsey, Badlands, reçoit la note de 4,9 sur 10 de la part de Pitchfork. La pop d'Halsey est décrite comme calculée, provocante et creuse. C'est justement grâce à sa fanbase très investie que la chanteuse a pu continuer de grandir, se former une fanbase beaucoup plus diverse et être reconnue pour ses qualités d'écriture. L'hypocrisie est encore plus grande avec des artistes comme Lana Del Rey, dont le premier album Born to Die sort en 2012. Il sera noté 5,5 sur 10 par Pitchfork. Les critiques ne se priveront pas de qualifier Lana Del Rey de produit de l'industrie et de qualifier son album d'orgasme simulé, des chansons sur le feu mais sans étincelle aucune. Cela n'empêchera pas Pitchfork 8 ans plus tard de placer Norman fucking Rockwell dans le top 100 des meilleurs albums de la décennie et de qualifier Lana Del Rey de pierre angulaire de l'industrie musicale actuelle. Les fans girls et les fans en général ont le pouvoir et l'envie d'aller disséquer en fait tout ce qui se trouve sur internet sur leurs artistes, qui vont tout connaître, tout fouiller, tout écouter, tout analyser, tout disséquer et donc sortir du projet de l'artiste presque plus en fait que ce que l'artiste pensait même proposer. Les fans ont un regard tellement particulier sur leurs artistes préférés qu'elles vont avoir une prise de vue, une analyse qui est différente de celle des médias traditionnels musicaux et qui va probablement en fait leur donner un regard peut-être plus aiguisé en fait sur la musique que certains journalistes. Je pense que si les interviews d'artistes étaient réalisées uniquement par des fans, on aurait souvent des interviews plus réussies et des questions plus riches que en fait quand c'est un journaliste qui est pas forcément fan, parce que quand on est fan, on a une vision et une connaissance des choses, même de l'intimité, de l'émotion et de la personnalité de l'artiste, qui je pense permet de créer des questions hyper intéressantes. Et je pense que beaucoup de gens qui ont été fans d'artistes ou de groupes, si vous avez déjà vu des Q&A en public avec des fans qui posent les questions, c'est toujours là où il y a les meilleurs moments, les meilleures questions, parce que il y a une vraie interaction qui se crée sur la base du fait qu'il y a un vrai partage. Un exemple que je trouve hyper intéressant et que j'ai pris, c'est le projet No Control qui avait donc été mis en place en 2015 par les fans des One Direction, donc les Directioners. Les Directioners ont commencé à faire une campagne parce qu'elles considéraient qu'il n'y avait aucun des singles de Four qui leur semblait vraiment refléter l'évolution musicale du groupe, et donc elles se sont dit qu'elles avaient envie de faire de No Control, qui est une excellente chanson, disons les termes, le prochain single du groupe, parce qu'elles pensaient qu'il reflétait beaucoup mieux l'évolution musicale du groupe. Et donc elles ont lancé une énorme campagne sur les réseaux sociaux en mettant énormément en avant la chanson, en demandant aux radios de la jouer, et elles se sont aussi mis d'accord pour toutes télécharger la chanson le même jour pour en fait créer un effet single, c'est-à-dire que la chanson arrive au numéro 1 des charts le même jour pour créer ce qu'on appelle un effet single, ce qui a permis de faire que No Control est devenu le premier non-single officiel à jamais gagner un Teen Choice Award et qui a donc atteint le numéro 1 des charts sur iTunes en Suède, en Finlande et en Grèce. Donc il y a vraiment genre le pouvoir des fans et le pouvoir d'investissement des fangirls qui peut complètement influencer et avoir un impact extrêmement fort sur le succès en fait du groupe. Et je pense que ça c'est quelque chose qui a été bien compris par les membres des One Direction. Je pense que c'est quelque chose qu'ils ont vraiment bien compris et sur lequel ils se sont toujours exprimés de façon, je trouve, assez juste et correcte. C'est le fait qu'ils ont assumé d'avoir un public qui était à très grande majorité féminine et que c'était une force, et ils se sont rendus compte de la puissance de leur fanbase, et ils ont jamais tenu des propos genre affreux sur elles ou méprisants. Et je pense par exemple à Harry Styles, donc qui avait déclaré dans le magazine Rolling Stone en 2017, je cite: les jeunes fangirls, elles ne mentent pas. Si elles vous aiment, elles sont là. Elles ne sont pas dans le mépris ou dans le faux cool, elles vous aiment bien et elles vous le disent. Ça c'est ce qui est incroyable. Il faut qu'on passe au-dessus de cette espèce de cliché complètement daté du oh ces personnes sont des filles alors elles ne savent pas de quoi elles parlent. Elles sont exactement celles qui savent de quoi elles parlent. Elles sont les personnes qui écoutent obsessivement, elles comprennent tout, elles savent tout. They fucking own this shit, they're running it. Et je pense que c'est super important en fait, et je pense que c'était le meilleur move de communication, et franchement je pense que c'est sincère, mais je pense que c'est le meilleur move de communication de dire mais I own this fucking shit. Je suis trop fière d'avoir une fanbase qui est majoritairement féminine, qui fait un taf de malade, et on va pas se mentir, la fanbase d'Harry Styles aujourd'hui ce sont des machines. Je ne vois que lui sur les réseaux sociaux, sur TikTok il y a que lui, enfin vraiment le fait de own this shit et de dire c'est ma culture, c'est ma fanbase et j'en suis fière, je pense que ça fonctionne beaucoup mieux que le fait de, comme Ashton Irwin là, venir mépriser le fait d'avoir des fans, parce que à part faire se sentir super mal les fans féminines qui restent quand même la base de ton audience, je vois pas ce que ça t'apporte en fait d'un point de vue communication, alors que de dire bah c'est comme ça, c'est mon public, il est aussi bon que n'importe quel public, et ce qui compte c'est pas le genre, c'est le nombre de fans et leur investissement, et je pense que c'est juste factuellement vrai, c'est la meilleure façon en fait d'en tirer parti et d'en tirer le meilleur et de rester en contact avec tes fans et de vraiment avoir de bonnes relations avec elles et de vraiment genre réussir. Et en toute sincérité je pense qu'aujourd'hui, vu le système actuel de la fan culture, c'est beaucoup plus rentable et beaucoup plus positif, et tu gagnes beaucoup plus de chance si t'es un artiste qui a une majorité de fans
féminine que le contraire. Voilà tout le monde, c'est la fin de cette seconde vidéo de ma série sur la fan culture. Aujourd'hui on a essayé de se demander pourquoi tout le monde déteste les fangirls et j'espère que vous aurez une réponse un peu plus claire à présent. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos avis sur le sujet, vos commentaires et vos apports parce qu'il y en a toujours. Moi je vous laisse en barre d'infos avec toutes les sources que j'ai utilisées et les idées que je vous recommande de lire ou d'écouter pour explorer la question plus profondément. J'ai hâte de vous retrouver pour le 3e épisode de cette série qui portera probablement sur la culture Tumblr, je ne vous en dis pas plus. Si vous avez hâte de tout ça, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, vous pouvez évidemment aller suivre la playlist que j'ai créée avec cette série de vidéos. Et en attendant, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao!